Refondation de la classe politique et situation nationale au cœur du débat sur l'émission 100% Info de ce soir. Après une série de visites initiées dans les quartiers généraux des partis politiques durant plusieurs semaines, le président de l'UPC a rencontré jeudi les autres acteurs politiques sur la table des échanges, la refondation de la classe afin de proposer des solutions aux défis actuels. Et on ne saurait donc parler de cette actualité sans évoquer le cas Seitenga. Pour aborder ces différents aspects de l'actualité, nous recevons pour vous deux invités. Il s'agit de David Moyenga, il est le président du parti Socle Citoyen pour la Libération. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir madame. Nous disons également bonsoir à Mohamed Sodré, qui est le président de l'Alliance africaine pour le développement Aliad. Bonsoir. Bonsoir madame Diasso. Alors, direction donc Seitenga, où pas de bilan officiel pour le moment, mais un déplacement massif des populations vers Dori qui a été constaté par le gouvernement. La question, elle est pour David Moyenga. Est-ce là la preuve que la montée en puissance de l'armée est relative ou quasi infondée, comme le pensent certains Burkinabés? Bon, c'est des évolutions à chaud, hein. On est dans le feu de l'action. Cependant, ce qu'on constate du point de vue de la réponse sécuritaire récente sur le terrain, il y a eu un changement de méthodologie et d'approche à travers la mise au point d'un centre de théâtre d'opération dont le but est d'avoir une réaction plus rapide, moins bureaucratique, et de pouvoir mobiliser toutes les unités et puis éviter les problèmes de coordination. De façon rationnelle et de façon scientifique, ça peut paraître meilleur. Maintenant, la sensibilité d'une telle méthode sur le terrain, c'est quoi depuis quelque temps? Voilà. Et ça, on voit bien que, bon, il y a eu deux faits qui peuvent montrer que, bon, voilà, notamment la riposte de Bourzanga et Titao Ivoire Wayugia récemment, et le fait que, bon, nous voyons que en face, ce qu'on appelle camp terroriste maintenant, contourne un peu la muraille militaire pour plus s'en prendre en fait aux civils. Est-ce qu'on peut parler de contourner du moment où les militaires même sont ciblés? On a vu toujours à Seitenga les 11 gendarmes qui ont perdu la vie dans l'attaque du détachement. Voilà, ça veut dire que c'est une mosaïque de tactiques qui ne finiront pas sur le terrain parce que à chaque fois que vous changerez au niveau national, je vais dire au niveau de FDS, une tactique, les autres vont adapter rapidement leur tactique. Et ça, c'est pourquoi ça serait très hâtif, ça serait vraiment très précipité aujourd'hui de dire que la situation est retournée. Mais au moins, ce qu'on constate, c'est que le changement de cap méthodologique là peut laisser voir, voilà, légèrement, quand même, quelques réponses sur le terrain. Et ça, les deux cas que j'ai pris là, ça le montre. Maintenant, ça ne veut pas traduire qu'il y a véritablement un changement, parce que c'est une guerre. Tant qu'elle n'est pas finie, on ne peut pas dire qu'il n'y aura pas d'attaque, que ça soit sporadique, ou que ça soit même, à un moment donné, des moments encore de reflux ou de repli. On ne peut pas le déterminer. Moi, je trouve que le temps nous permettra de mieux observer véritablement un vrai changement de cas. Pour l'instant, c'est difficile de le dire. Et je dirais que ça serait un peu, à mon avis, ça serait un peu, comment on appelle ça, prématuré, et voire même démagogique, de vouloir tout de suite tirer les conclusions. En fait, non. Il faut que la situation prenne, voilà, une évolution linéaire, et à partir de là, on peut commencer par rapport à l'agenda de la transition. Mais ils ont donné dans leur, quand même, agenda, 1 an pour observer des évolutions de manière à ce que, par exemple, voilà, les populations puissent peut-être commencer à partir, à rejoindre par exemple le terrain. Mais ça, c'est ce qu'ils ont donné, quand même, c'est des spécialistes. Il y a des gens qui sont avertis, et il semblerait quand même que beaucoup de spécialistes en sécurité perçoivent que si jamais la disposition sécuritaire est bonne, il faut s'attendre à ce temps-là.
Bon, donc, bon. Mohamed Sodré, est-ce que ces événements qui se passent à Seitenga ne relancent pas le débat sur comment communiquer? Parce que lorsqu'on voit l'armée qui mène des offensives selon leurs propos, qui communique en disant que dans un communiqué, il y a eu tel nombre de terroristes abattus et autres, ces actions-là sont automatiquement suivies de représailles des populations par les groupes armés terroristes. Et d'un autre camp, lorsque l'armée ne communique pas, il y a encore des acteurs qui estiment que rien n'est fait. Justement, comment communiquer? C'est un gros débat. C'est une problématique. Bon, tout d'abord, permettez-moi de présenter toutes mes condoléances aux familles éplorées, ainsi qu'à la nation entière. Voilà. Tout en attendant le communiqué officiel du gouvernement. Bon, pour moi, la communication en temps de guerre, elle est nécessaire. Elle est nécessaire, mais c'est aux dirigeants de savoir quelle est la nécessité de cette communication. Si toutefois cette communication va porter atteinte à l'intégrité physique des habitants, je pense que ce serait mieux de faire profil bas. Sinon, pour moi, la communication, ça galvanise en quelque sorte la population et les troupes. Bon, mais pour ce qui concerne maintenant, comment dirais-je, si les terroristes prennent le dessus ou bien l'armée qui prend le dessus, moi je pense que, bon, tout d'abord, permettez-moi de rendre un vivant hommage à nos forces de défense et de sécurité et à nos VDP qui se trouvent sur les théâtres d'opération. Voilà, parce qu'il s'agit de ces personnes-là qui se donnent nuit et jour pour défendre notre pays. Donc moi, je n'accuse pas le côté opérationnel. Moi, j'accuse le côté stratégique. Parce que notre question, si vous voyez généralement, les alertes sont lancées. Par moment, une journée même avant l'attaque. Pendant l'attaque, on a vu ces audios qui circulaient pendant l'attaque du détachement de la gendarmerie de Seitenga ou des éléments en faction qui appelaient à l'aide. Voilà, effectivement. Mais pourquoi la réaction n'est pas rapide? Sûrement, c'est dû à une certaine défaillance aérienne. Et on a aussi un problème matériel. En ce moment, nous, on se dit qu'on a des partenaires. C'est le côté opérationnel, c'est ceux qui sont sur le terrain. Nous autres là, les jeunes qui sont sur le terrain, c'est eux le côté opérationnel. Ils se sont donnés, ils ont l'envie de combattre pour la nation, se sacrifier pour la nation. Mais maintenant, sur le plan stratégique, ceux qui sont dans les bureaux feutrés, normalement, à ce temps-ci-là, normalement, tous les généraux, les colonels, les chefs militaires doivent être sur le terrain. Parce que c'est une guerre. Comme c'est une guerre, tous les officiers supérieurs doivent être sur le terrain pour combattre. Si ils n'arrivent pas à résoudre le problème, en ce moment, on peut appeler le peuple à monter sur le front. Mais jusque-là, on constate que les officiers se sentent à l'aise dans leur fauteuil à Ouagadougou. Donc voilà pourquoi l'Alliance africaine pour le développement, depuis le 20 août 2021, nous avons vu les choses venir. Nous avons dit, il faut, pendant que les autres doutaient, ils ne savaient pas s'il faut parler ou pas, nous avons dit, il faut que nous changions notre fusil d'épaule avec le président Roch Marc Christian Kabila à son époque. Nous avons dit, il faut que nous changions de partenaires. Parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne. Mais une équipe qui ne gagne pas, il faut changer cette équipe-là. Allez-y. Voilà pourquoi nous avons lancé notre pétition, bon, qui a été accueillie par la population, mais certains, avec certaines peurs, ont présenté certaines résistances. Donc, il faudrait qu'on voit ce cas-là. Notre partenariat pour avoir le matériel adéquat pour vraiment faire le travail. Sinon, la volonté y est, mais le matériel manque. Très rapidement sur cette question, avant qu'on aborde le thème central de ce débat, qui est sur la classe politique. La problématique de la communication en période de guerre, comme dans laquelle nous le sommes. Oui, elle est délicate et elle doit être maîtrisée. Et elle doit être aussi objective et véridique aussi. Sinon, ça rattrape toujours. Voilà. Donc, pour les spécialistes de la communication, ils savent bien comment planifier. Et il y a des gens qui sont en fait des spécialistes de la communication des guerres. Et d'ailleurs, une guerre en grande partie, c'est une communication. Voilà. Et donc, pour moi, c'est vrai, il y a quelques bourdes. Depuis le début, par exemple, je n'ai pas compris pourquoi il fallait donner 5 mois, par exemple, pour voir les choses sur le terrain. Moi, je trouve que ça, c'est un élément communicationnel. Alors que peut-être
les acteurs même qui se sont réunis, qui ont refusé, ont proposé peut-être d'attendre peut-être jusqu'à une année pour voir les choses. Parce que vous voyez qu'une telle réponse sur 5 mois, ça amène tous les acteurs à se braquer sur un objectif à atteindre. Et ça, je pense qu'à un moment donné, ça peut être un peu un revers. Ça veut dire que ça retourne contre vous. C'est pour parler de communication également, il y a tous les faits opérationnels sur le terrain. Sur quoi communiquer? Voilà. Je pense que quand même quelque part, pour les spécialistes, il faut savoir que les FDS n'ont pas totalement tort de ne pas donner certaines informations lorsque certaines campagnes d'opération sont encore en cours. Je prends l'exemple de la remise à la disposition des populations dans les différentes zones qui avaient été évacuées. Bon, c'est vrai, c'est bon de montrer ça comme une victoire. Mais en même temps, redonner en fait les positions et une certaine dynamique peut en fait mettre à mal des populations sur le terrain. Et il suffit qu'il y ait un acte pour en fait déconstruire d'une manière ou d'une autre ce type de propos ou de communication sur le terrain. Donc c'est assez délicat, c'est vrai, ce n'est pas facile, hein, même au niveau des grandes puissances, les gens, c'est pas évident du point de vue communicationnel, mais je pense que la meilleure communication, c'est celle qui est objective, celle qui est véridique et celle qui est authentique et celle qui est opportune aussi en tant que telle. Voilà, c'est peut-être comme ça qu'il faut prendre les choses. Très rapidement, oui. Bon, c'était le fait de ne pas pouvoir juger en ce temps, c'est en 5 mois. Je me dis que 5 mois, on peut pas juger, mais quand même, il y a des indicateurs. En termes de projet, il y a des indicateurs, parce qu'il y a des échéances. Vous voyez? Donc maintenant, à travers les 5 mois, on peut déjà savoir si vraiment nous partons vers la bonne direction ou la mauvaise direction. Donc maintenant, c'est aux personnes qui détiennent bien sûr ces indicateurs-là de faire l'analyse pour savoir vraiment si nous sommes dans la bonne direction. On continue ainsi. Si ça ne marche pas, on change de méthode pour être dans le délai et dans le temps. Non, j'étais en train juste de dire, si on donne 5 ans, et plutôt 5 mois, oui, quel est l'objectif visé en 5 mois? Par exemple, quand on ne sait pas ça, on peut comprendre qu'en 5 mois, on aurait fini avec la situation sécuritaire. Ah, ça, on s'adresse à une population qui a aussi un certain niveau et qui, en fait, tire les conclusions hâtives sur les propos, alors qu'il faut préciser. Et je suis d'accord avec l'indicateur. Par contre, s'il y a des indicateurs, bon, c'est mieux de ne pas donner ce que j'appelle les scénarios les plus intéressants en indication, parce que si ça se dévie, ça devient en fait une défaite en réalité. Or, il faut donner les scénarios qui sont peut-être probabilistes les plus difficiles et préparer les gens en fait à affronter l'épreuve. En tout cas, moi, en approche, je pense que je poserai les choses de cette manière. Alors, chers invités, nous allons à présent parler du thème central de ce débat qui est la refondation de la classe politique. Le citoyen est le fruit de la société, c'est elle qui produit les acteurs politiques. J'emprunte bien sûr cette phrase au président de l'UPC, Zéphirin Diabré. David Moyenga, est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion, vous en tant qu'acteur politique? Je n'ai pas retenu l'opinion. Le citoyen, le politicien autant pour moi, est le fruit de la société. Les politiciens sont à l'image de la société. Si la société a de bons réflexes, elle va produire de bons citoyens, mais dans le cas inverse, ce sera de mauvais politiciens. Moi, je pense qu'ils sont en train de battre en retraite tous ceux qui étaient dans la grande mouvance présidentielle et qui n'ont pas fait l'analyse initiale de quel devait être leur positionnement politique après l'insurrection pour certains et d'autres après les élections de 2020 qui sont allés former une hyper-majorité alors qu'ils auraient dû créer ce que j'appelle dès le début une alternative. Et c'est à cet appel, nous avons en fait été présents pour cet appel et c'est à ça que nous avons eu les tentatives de regroupement parce que nous on a compris que il y avait déjà un échec et que tous ceux qui rejoignaient partaient pour mutualiser l'échec. Pourquoi je rappelle ça? Aujourd'hui, dire que les politiques sont à l'image de la société, mais tout le monde sait qu'on peut venir de la société. Mais le parti politique, c'est quoi? Mais c'est l'une des entités organisationnelles la plus
j'allais dire, fine et la plus accomplie dans la société en termes organisationnels et de vision. C'est ça le parti politique. Il y a d'autres formes d'organisation, mais le parti politique se trouve au-dessus. Ça veut dire que les leaders de partis politiques issus de la société doivent être au-dessus d'un point de vue, voilà, de leurs propositions, de leur vision, et puis rassembler les gens vers un projet. À un leader, quand même, il doit avoir la possibilité de tirer les gens vers le haut. Donc, on ne peut pas à un moment venir dire, comme je vous dis, en milieu universitaire, comme déjà en milieu scolaire, on le comprend. Il y a toujours la locomotive et il y a les wagons. C'est comme ça que ça se conçoit. Et le leader politique ne se construit pas en une journée, il se construit dans une traçabilité politique durable jusqu'à avoir le niveau de formation le plus élevé pour tirer la société vers le haut. Quand on tient compte de ça, vous voyez bien qu'on ne peut pas mettre l'homme politique au niveau du citoyen, encore que c'est eux qui doivent impulser des dynamiques, impulser des comportements, impulser, je dirais même la transformation de la société en s'appuyant sur la masse comme le moteur et voir l'énergie nécessaire pour pouvoir faire cette transformation. Alors, pour être plus simple, bon, comme on aime bien prendre des exemples, vous prenez Kwame Nkrumah qui a dirigé le Ghana, ça a été mémorable. Vous prenez Thomas Sankara qui a été président au Burkina Faso, ça a été mémorable. Mais vous prenez Lumumba ou autre ailleurs, Nelson Mandela, pourquoi en ce moment ces personnes sont restées mémorables dans l'imaginaire populaire de leur pays et dans le reste du monde? Alors, donc, on ne peut pas... Vous voyez bien que tout de suite, ça bat en brèche cette phrase qui masque bien des gens qui veulent tout uniformiser maintenant pour dire, bon, écoute, vous savez, si ça a échoué, ce n'est pas peut-être parce que nous, on n'était pas bons, mais peut-être parce que la population n'a pas... Non, le rôle du politique, justement, c'est de pouvoir amener la population à aller dans tel ou tel sens. C'est ça aussi. Il faut qu'ils assument, en fait, d'une manière ou d'une autre, moi je dirais, leur mauvaise analyse de la situation et les options qu'ils ont prises. Ce n'est pas le seul. Hein. Alors, est-ce que vous estimez donc qu'ils n'assument pas justement forcément leur responsabilité dans ce qui s'est passé? C'est une façon très froide, très, j'allais dire, calculée, de faire l'excuse d'une manière ou d'une autre. Alors que non, ici, là, c'est une autocritique claire où il faut assumer l'échec et la prise de position. Par exemple, je vous prends un exemple. La plupart de ceux qui sont les partis sankaristes là, moi, j'en connais beaucoup. Parce qu'il y a eu des luttes en 98 ou autres là, beaucoup étaient dans les rangs. Mais je n'ai pas compris pourquoi avec cette ligne, cette vision, leur histoire, ils se sont retrouvés dans le MPP. Moi, je ne le comprends pas. Mais si après cette ligne, vous vous retrouvez dans le ravin, vous dites quoi? Mais assumez que vous n'avez pas fait la bonne analyse. Et ça, en politique, c'est aussi un exercice et une épreuve. Il faut admettre ça, accepter sa responsabilité, accepter l'autocritique de soi-même, et puis c'est en ce moment, et puis aussi être modeste. Et c'est comme ça qu'on peut en fait essayer aussi de reconstruire en fait de nouveau. Moi, je pense qu'il faut qu'à un moment donné, les gens acceptent que c'est eux qui ont commis l'erreur et que voilà, ça nous a amenés dans une telle situation. Mohamed Sodré, est-ce que de par vos analyses, vous estimez que la classe politique a assumé, a fait son introspection en ce qui concerne les événements qui se sont produits au Burkina depuis ces 10 dernières années ou plus? Merci. Tout d'abord, une phrase n'a de sens que dans un contexte. Monsieur Diabré, en prononçant cette phrase, c'est en réalité pour dire que toute la classe politique est coupable. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ça, nous sommes meurtris. Surtout nous, Alliance africaine pour le développement, ainsi que le groupe dans lequel nous sommes, le groupe de Renaissance. Nous pensons qu'il faut un renouveau inconditionnel du FASO. Depuis les 30 dernières années, ces personnes étaient toujours là. En tant que ministres, ils ne font que changer de fonction, du tâtonnement. L'échec, on a vu en 2014. La jeunesse est sortie. C'est pourquoi? C'est la basse classe qui est sortie. Pourquoi? Parce que leurs conditions de vie étaient vraiment défavorables. Ils sont sortis, bomber leur poitrine. Monsieur Compaoré est parti. Après, ils se sont retrouvés dans des laboratoires dont j'ignore la nature pour revenir encore, reprendre le pouvoir que nous appelons bien sûr ces personnes-là. Alors, lorsque vous remontez en 2014, l'opposition était également dans les rues. On a vu plusieurs manifestations initiées par l'opposition. L'opposition était dans les rues, mais est-ce que l'objectif de l'opposition, c'était
le départ de M. Blaise Compaoré. Alors, nous ne pas revenir sur ces événements. Voilà. Donc, c'est pour dire qu'en réalité, ils sont là, c'est un groupe de personnes. Un groupe de personnes que j'allais appeler des personnes qui sont anti-progressistes, des personnes qui sont vraiment réfractaires au changement. Et pourtant, il faut ce changement. Depuis combien de temps ils sont là? Depuis combien de temps? Donc, c'est des gens qui se sont arrangés un système qu'ils bloquent certains partis. Je prends par exemple mon cas, l'Alliance africaine pour le développement. Depuis lors, nous avons refusé d'être ni de l'opposition ni de la majorité. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'il y avait un piège. Dire que tu es de l'opposition, de la majorité, parce que c'est des gens qui faisaient du copinage. Alors, vous n'êtes pas les seuls. Il y a l'ONA qui a été mis en place. Il y a des partis également qui ne sont pas dans ces organisations dites structurées, là, CFOP et APMP. Une chose est de ne pas être dans ce genre d'organisation, mais une chose aussi est de se prononcer. Pendant les marches, combien sont ces présidents de partis politiques qui étaient lors des marches là, à la place de la nation? Combien se sont prononcés? De quelle marche? Je parle tantôt des marches organisées par les organisations de la société civile. Ou bien vous prenez par exemple, moi j'étais à la place de la nation, vous prenez par exemple en termes de déclaration, combien de partis politiques se sont prononcés clairement? Le 20 nous avons demandé au président Kaboré de rendre le tablier parce qu'il était incompétent. C'est prendre ses responsabilités. Mais parmi ces personnes-là, qui s'est prononcé? Nous, on parlait, on les interpellait, mais est-ce qu'ils écoutaient? Et c'est eux encore qui veulent revenir, penser qu'on va passer à une transition comme ils le veulent, et puis revenir aux élections. Ça ne va pas être comme ça. Mais le débat, il est posé. Refondation de la classe politique. Est-ce qu'il n'y a pas lieu de taire ces différentes appréhensions-là et d'aller vraiment à quelque chose de nouveau, si telle est vraiment la volonté de ces acteurs qui mènent cette campagne? Je crois que mon interlocuteur ici a quand même déjà abordé. Au fait, le jeu politique tel qu'il s'est fait dans ce pays-là depuis plus de 30 ans commence à être étroit pour beaucoup d'acteurs politiques. Et ça s'est confirmé avec justement les événements du 24 en tant que tel, qui est une vraie faute et une vraie responsabilité de ceux qui sont tombés. Il faut être clair d'abord. Moi, je pense que déjà ça, si on admet ça, on avance et on dit maintenant, les acteurs politiques, justement issus de cette situation-là, se rendent compte que d'abord, il y a un besoin, une nécessité de tourner la page. À ce niveau, est-ce qu'il n'y a pas lieu de relativiser les responsabilités? Parce que les militaires également qui sont au pouvoir étaient également acteurs de ces événements. Les militaires n'étaient pas dans les organes politiques et autres. Il faut qu'on soit clair. L'armée est par excellence la force qui est à l'écart. Si on va rentrer et puis leur donner des couleurs politiques, on ne va pas s'en sortir. Il y a des acteurs politiques qui animaient la cité. Et l'armée est une institution qui est à leur disposition. C'est tout. Donc là, on ne peut pas dire que c'est l'armée qui a peut-être mal fait l'élection ou que non, c'est pas ça. Ou bien qui pratiquait. La politisation de l'armée n'est pas une réalité au Burkina. Voilà, maintenant, le fait que dans la pratique politique, on veut politiser, que ce soit l'armée ou l'administration ou toute autre couche ou secteur socio-professionnel de notre pays, ça c'est une autre question, mais même là, c'est les valeurs que nous, on s'est inscrits en politique qui sont encore ratées ici. Parce que c'est les politiques qui, en réalité, le font. Pour des raisons de pouvoir établir des rapports de force à leur, en fait, faveur et pouvoir soit contrôler ou maintenir le pouvoir le plus durablement possible. C'est ce que les gens font. J'ai jamais considéré l'armée dans une vision républicaine qui est celle vraiment de garder les institutions. La preuve, je vous dirais que malheureusement dans l'histoire politique de notre pays, de 1960 à aujourd'hui, aucun chef n'est parti de lui-même. Il y a toujours eu une intervention de l'armée. Voilà. Maintenant, si je reviens, oui, allez-y. Si je reviens un peu sur l'analyse de la refondation, là, pour dire que c'est parce que la plupart des forces sentent maintenant que la situation peut effectivement virer à une vraie rupture politique et occasionner un renouvellement de la classe politique. Donc, il y a un tournant d'une longue page politique qui est en train de sonner. Donc, la plupart se disent que maintenant, il faut se lever puis se remettre dans le jeu.
C'est-à-dire que la plupart vont se recombiner pour tenter d'allonger leur durée de vie sur la scène politique. Et donc, maintenir l'ancien ordre politique. Alors que c'est ça qui ne marche pas et donc il faut mettre de côté pour qu'on avance. Ça, c'est un discours qu'au niveau du socle, le socle citoyen pour la libération, nous tenons depuis longtemps. Et ça, nous avons dit que notre société a besoin non seulement d'une rupture, mais de la refondation, à la fois de l'État, du territoire, mais la refondation, elle va au-delà. Voilà. Donc, notamment, notre rapport avec un certain vieux socle, je vais dire, néocolonial. Ça aussi, c'est un des caractères de l'État dont il faut diluer pour qu'on se retrouve encore dans une autre, en fait, ère. Tout ça, c'est des éléments contenus de la refondation. Il y a un contenu. Voilà. Revenons à l'initiative. La question, elle est pour vous, Mohamed Sodré. L'initiative portée par le président de l'UPC est-elle bonne ou mauvaise? Dire que l'initiative est-elle bonne ou mauvaise, pour moi en tout cas, c'est de la manière, en tant qu'homme politique, de la manière que je vois leur initiative, c'est une mauvaise initiative. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que, c'est comme je l'ai dit tantôt, ils se préparent déjà pour des élections. Pour eux, bon, on a fauté, mais bon, Dieu merci, ça n'a pas chauffé. Donc, naturellement, on peut se réorganiser pour revenir. Et pourtant, ça ne doit pas se passer comme ça. Parce que nous ne pouvons pas laisser cette fois-ci-là que les choses se passent comme en 2014. Parce qu'il faut que nous revoyions, la transition a pour objectif, ou bien pour obligation, de revoir notre système électoral. Notre système électoral est corrompu. Et tant que le système électoral est corrompu, les élections seront corrompues. Si vous prenez par exemple, je ne sais pas c'est quelle structure encore qui a fait une enquête sur la corruption électorale. Si vous voyez le classement, celui qui a obtenu la majorité, il est le premier. Celui qui était deuxième, il est le deuxième. Donc vous voyez déjà comment. Donc il faut qu'on mette à l'écart ce volet financier-là pour vraiment promouvoir des compétences. Et il ne peut pas se permettre cela. Pourquoi? Moi, j'ai été vraiment frustré, pour ne pas dire meurtri, lors des assises nationales. Pourquoi? Les organisations de la société civile, qui avaient aussi leurs agendas cachés, dont nous ne savons pas, on s'est lancé dans la lutte parce qu'on voyait vraiment que le pays était dans une situation critique. Nous, on les a accompagnés dans la lutte. Mais à la limite, aux assises, ces personnes-là nous mettent dans le même sac que ces hommes politiques qui ont conduit le pays dans le gouffre. Et ils disaient que tous les hommes politiques sont pareils, que nous tous nous avons contribué, comment dirais-je, à la dégradation de la situation. Et c'était le docteur Aristide Ouedraogo du FPR et ma personne. On était obligés de porter la voix pour interpeller ces personnes. De ne pas oublier que nous, on était ensemble sur le terrain. Parce qu'il s'agit bien sûr de l'avenir d'une jeunesse. Si vous voyez au front ceux qui meurent, ce sont des jeunes. Même la population qu'on tue, ce sont des jeunes. Nous, en tant que jeunes qui ne sommes pas sur le théâtre, nous, notre objectif aussi, ou bien notre rôle, c'est de contribuer aussi à ce que les choses changent, pour qu'on ait vraiment une vie paisible au Burkina. Alors, par refondation de la classe politique, si je vous suis bien, David Moyenga, c'est mettre de côté toute cette... tous ces acteurs qu'on peut considérer qui ont participé à ces différents régimes qu'ont connus le Burkina et d'aller maintenant vers de nouveaux acteurs, vers une jeunesse. Est-ce le cas? Oui, bon, en partie, hein, parce que ce n'est pas systématique, mais en grande partie, cette opération politique va vraiment dégager une atmosphère beaucoup plus digeste et plus respirable. Pourquoi? Parce que vous imaginez que c'est les contradictions de cette classe politique qui créent même l'instabilité politique et l'insécurité. On peut aller au-delà. C'est les contradictions. Nous avons une contradiction lointaine entre des acteurs et cette contradiction a atteint un niveau même d'exclusion mutuelle d'acteurs sur la scène politique et ne permet pas la stabilité de notre pays. Donc, les mettre à l'écart, 90% de notre problème même de stabilité sera résolu. Deux, ils ont ruiné le pays aussi dans leur gestion. Parce qu'en 30-40 ans, regardez le Burkina, c'est l'un des pays le plus arriéré du monde. Pour ceux qui connaissent le reste du monde là, il n'y a pas à tourner. Si on va citer la queue du monde là, vous allez voir qu'on est là-bas.
d'abord, le pays, il ne s'est pas construit véritablement sur des bases en termes de développement, de bien-être et de situation. Prenez le système éducatif même déjà. La santé. Prenez les routes. Voilà, on ne peut même pas accéder, souvent même à 50 km même de Ouagadougou. Mais comment on a fait avec tout ça, avec tous les investissements? Mais il y a des gens qui ont dirigé ce pays et qui l'ont ruiné. Mais il y a la ruine matérielle, mais ils l'ont ruiné aussi moralement. Les valeurs qu'ils ont foutu le camp. Donc maintenant, on cherche à retrouver l'unité, le patriotisme, la solidarité, qui aujourd'hui là ne sait pas qu'on a mal à ces valeurs-là. L'individualisme. Hein? Donc, vous voyez, il y a une classe politique qui, à notre avis, est un peu quand même disqualifiée. Et ne devrait pas poursuivre en fait son effet. Et on ne doit pas aussi j'allais dire, reproduire, voilà, des clones. Parce que si elle reproduit des clones, ça veut dire que notre misère va en fait encore s'allonger. Donc pour nous, la notion de la rupture intègre également le renouvellement qualitatif de la classe politique pour une relève utile, bénéfique pour l'intérêt général. Ça, c'est assez important comme ligne de position. Et vous comprenez que, pour ceux qui nous suivent, beaucoup nous diront, oui, mais ça ne va pas se faire comme ça, du jour au lendemain, il faut que vous vous levez. Mais oui, mais c'est pourquoi les tournants politiques qui sont là. Il faut qu'on se détermine pour ça. Quels sont les moyens qu'ils utilisent? C'est l'argent. Et d'ailleurs, l'argent accumulé par la gestion du pouvoir et de la monopolisation des institutions et de l'économie, c'est ça. Et l'autre moyen qu'ils utilisent, ils utilisent des acteurs sociaux qu'ils ont en fait conditionnés. Je ne vais pas aller au fond, mais vous comprenez les groupes de pression qui sont les pressions conditionnés. Il n'y a pas de discours clair, il n'y a pas de contenu politique clair, il n'y a pas une ligne. D'ailleurs, la plupart, si vous faites une analyse de leurs critères de vision politique ou idéologique, vous allez voir que c'est totalement une vacuité, c'est vide. C'est très peu de gens qui vont pouvoir expliquer. Même le président du parti, qu'on dit grand, vous le demandez, il ne va pas pouvoir vous dire. Donc, vous voyez, on ne peut pas continuer avec tout ça. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, ce qui peut être la chance du Burkina, c'est que ce tournant-là puisse permettre véritablement une refondation. Donc, le système électoral là, par lequel les gens, il l'a expliqué. Vous savez, les gens ont des cantines d'argent ici, cachées quelque part, et ailleurs dans des banques et autres. On le sait. Non, au Burkina ici, on sait. Les gens attendent que la situation revienne. Vous êtes en mesure d'identifier ces personnes? Oh, mais de toute façon, les cas de corruption, les grosses corruptions, les cas de grosses corruptions, même révélées même par la presse elle-même, montrent bien que les gens ont de l'argent. Oui. Et c'est pourquoi, par exemple, au passage, j'ai dit, il faut bien auditer pendant cette phase-là correctement les institutions pour qu'on puisse commencer déjà à éloigner, voilà, ces cantines d'argent qui sont des bombes de destruction massive en termes d'argent qui attendent pour détruire tout le débat. Moi, je n'ai pas fait ça. Je ne pourrais pas aller dans une élection pour utiliser l'argent comme moyen pour pouvoir gagner une élection. Donc, il faut refonder le système électoral de manière à ce que l'argent ne puisse pas être roi ou la ligne pour pouvoir gagner le pouvoir. Et ça, on peut le faire. Il y a des pays qui l'ont fait. Hein. C'est parce que les gens ne voulaient pas refonder. Et même, moi, nous sommes intervenus sur certains groupes, disons-le. Il y a certains, c'est vrai, ce n'est pas seulement la chefferie traditionnelle, il y a d'autres groupes. Mais c'est des cas de figure qu'il faut regarder. Puisqu'il y a des gens, sans discours et sans moyens en direction des masses, ils utilisent nos autorités coutumières qui ont pourtant d'autres rôles et d'autres places dans notre société. Et on les révèle sur la scène politique rapidement pour passer. Vous n'avez pas vu que les grands partis n'osent même pas mener ces débats? Ils n'osent pas mener ces débats. Voilà. Ils préfèrent attendre et le moment venu, ils utilisent en fait leur... Donc il faut régler ces questions-là. Bon, je suis déjà dans la refondation, mais voilà des sujets. Le dispositif de lutte contre la corruption en termes de... Moi, je trouve que ce n'est pas suffisant. Il y a quelques dispositions, mais je crois qu'il faut barder ça. Même le système de dénonciation dont la SE dit là, les gens ne vont pas se lever. Il faut mettre en place un dispositif préjudiciaire de dénonciation des vols et des détournements. Parce que les gens savent, hein, si vous partez dans les milieux, les gens savent. Mais tant que vous n'avez pas posé l'acte juridiquement, ça reste comme ça. Parce qu'on n'a pas la culture de la dénonciation. On pense qu'on fait du mal à l'autre, alors que c'est l'intérêt général qui est en train d'être bafoué. Bref, pour dire que, bon, en tout cas, pour nous, c'est l'occasion de revoir toutes les anomalies fonctionnelles
de nos institutions pour pouvoir véritablement maintenant revenir et relancer le jeu politique. Alors, si le socle est approché justement pour adhérer à cette initiative, est-ce que vous allez y aller? Mais nous l'avons déjà dit, nous on a pris acte d'abord même du putsch, parce qu'on a estimé que toutes les réformes qui avaient été faites là ont été bafouées. Donc maintenant, pour nous, s'il y a une refondation, mais on a même déjà nos propositions, n'oubliez pas qu'il y avait déjà la commission technique, nous avons eu à nous prononcer sur les différentes lignes directives que nous pensions, en tout cas auprès des acteurs en tant que tels. Mais au-delà de ça, si nous sommes approchés dans le cadre d'une réflexion, dans une situation de transition qui est une situation de réflexion et d'innovation politique, mais qu'est-ce qu'une force politique doit faire? Et la preuve, dans les instances et autres, il y a déjà des forces politiques qui sont réparties, même si je trouve que c'est inéquitablement réparti. Parce qu'aujourd'hui, quand moi je regarde, bon, je crains fort que, bon, voilà, certains groupes, pour la plupart, n'aillent pas jusqu'au bout du processus pour pouvoir véritablement faire la transformation. Les gens ne vont pas aller jusque-là. Les gens vont être là postés comme des policiers politiques. Ils attendent seulement le moment venu où s'ils peuvent vite stopper certaines, j'allais dire, réformes fondamentales, ils vont la stopper et puis attendre maintenant de l'autre côté pour repartir. Et nous, on a déjà vécu cette expérience en 2014-15, où certaines réformes, ce qu'on appelait les grands partis qui étaient là, qui attendaient, ils ne voulaient pas qu'on y touche. Ah oui, regardez sur le délit d'apparence, il y en a qui disent non, que c'est une chasse aux sorcières. Ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé, hein. Ils ne voulaient pas. Alors, Mohamed Sodré, on va évoquer la question du militantisme politique qui est également un gros problème sur lequel il faudra également se pencher dans le cadre de cette refondation. On a vu ce mercato de militants juste après les élections de 2020, des vagues de démissions et de ralliements à d'autres partis. La question de la qualité du militant même, elle est à définir. En ce qui concerne le militantisme politique, je pense que cela relève de la responsabilité des partis politiques. Parce que au Burkina, comme on aime à le dire, la plupart des partis politiques, c'est en période électorale, ils sont actifs. Après les élections, chacun rend ses effets et attend les prochaines élections. Pourtant, ce n'est pas le cas. Le rôle même des partis politiques, c'est travailler, bien sûr, à la sensibilisation des masses populaires. À travers ce travail, même avant les réformes, on pouvait déjà avoir des résultats en ce qui concerne les élections. Mais ces mêmes personnes sachant qu'en réalité, s'ils font ce travail, la population sera consciente, la population saura quoi faire en tel moment. Ils ont préféré abandonner ce travail et attendre. Ils sont électoralistes. Et pourtant, il y a un travail de sensibilisation qui est là. Il en est de même que dans les partis politiques, en matière de formation. Il faut former les militants. Si un militant ne sait pas quel est le rôle d'un parti politique, pourquoi j'adhère à tel parti politique? J'adhère à tel parti politique parce que je pense qu'un jour, je peux être nommé à tel poste de responsabilité, ou bien telle personne peut m'aider pour que j'ai un travail. En ce moment, ce n'est plus du militantisme politique. Et c'est en réalité, cette personne même est un poison pour ce parti. Est-ce que c'est véritablement la question de formation qui pose problème, d'autant plus qu'on voit souvent des responsables même de partis politiques qui s'adonnent à ce marchandage politique? Oui, en fait, malheureusement, c'est ce qu'on disait tantôt. Les valeurs politiques fondées sur la vision et la conviction et l'engagement des gens à un idéal, là, ça, c'est ce qui a été liquidé pendant un certain nombre d'années dans notre pays où, finalement, c'est l'idéologie de l'argent qui a pris la place du débat politique et, effectivement, de la qualité du débat politique. Donc, les partis politiques sont devenus comme juste de simples projets économiques pour les gens, pour pouvoir soit adhérer à la majorité ou adhérer à ceux qui sont au pouvoir. Sinon, quand vous allez créer un parti politique pour la conquête et l'exercice du pouvoir politique, et puis, du jour au lendemain, vous allez, en fait, dans la majorité. Mais en ce moment, finalement, mais il fallait aller dans la majorité une bonne fois.
Ça veut dire que le jeu, en fait, est devenu un jeu de marchandage lié au fait que, bon, voilà, les gens n'ont pas l'engagement nécessaire ni la conviction nécessaire pour construire un idéal quelque part. Sinon, il y a des exemples. Moi, je prends à l'époque le professeur Joseph Kizerbo qui a animé à l'époque d'abord les MLN et puis ainsi de suite. Je prends les anciens du PAI et puis ainsi de suite. C'était des périodes politiques passées, hein, mais le débat politique était clair entre les lignes et tu pouvais te positionner. Mais quelle que soit la position de l'un ou de l'autre, tu ne sors pas de ce débat-là sans être enrichi. Les gens étaient orientés. Il y a ce qu'on appelle la crise de l'engagement et du militantisme aujourd'hui, liée maintenant au système politique qui est fondé sur l'argent. Je prends, quand vous allez discuter avec des gens, dans des communes, dans des villages, vous réunissez les gens dans les conférences, et que c'est l'argent, vous remplissez les gens dans les cars, en mettant beaucoup d'argent, hein, ou en distribuant du mille dans les domiciles des gens la nuit pour les faire venir dans les meetings politiques. J'ai dit, vous avez tué la politique. Et ces pratiques-là, j'ai dit, quelque part, on peut parler de militants, mais c'est les leaders même qui doivent être eux-mêmes les porteurs de ces valeurs, de ces pratiques et de cette ligne de formation, parce que le premier outil d'un parti politique, c'est d'abord l'organe de formation politique et idéologique pour ses militants. Donc, vous voyez que dans le jeu de la refondation, selon en tout cas la ligne que le socle, par exemple, auquel il souscrit, nous parlons de rupture dans une nouvelle citoyenneté politique. Pourquoi? Parce que l'homme politique lui-même doit être un bon citoyen et être exemplaire. Et donc, il y a une sorte de révolution interne de l'homme politique même qu'il faut opérer. Parce que l'homme politique ne doit pas être vu par la population comme le truand, le menteur, le détourneur, celui qui est là pour dribbler tout le monde ou bien qui attend les élections. L'homme politique n'est pas fait pour l'élection, c'est un homme de conviction d'abord. Vous avez vu que le procès de Kizerbo, je prends toujours son exemple parce qu'il est bien connu, mais il est resté dans l'opposition jusqu'à la fin. Mais il a animé, il a drainé, mais il ne s'est pas fait acheter. Alors que s'il y a bien quelqu'un à qui on proposait des achats, c'est eux. Mais il n'est pas allé. On peut prendre des exemples ailleurs. Dans d'autres pays où des opposants ont mené leur combat. Les gens peut-être nuancent sur la question de Gbagbo-Laurent. Mais je sais que Laurent Gbagbo a été beaucoup approché à l'époque par le régime ivoirien de l'époque de Houphouët-Boigny pour l'acheter et puis liquider l'opposition. Il a refusé. Alors, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc bon, je suis en train juste de dire que c'est aussi un tournant sur même la manière de faire la politique aussi qu'il faut qu'on arrive à redéfinir pendant cette période-là. Voilà. Qui peut faire la politique et de quelle manière ça peut venir. Voilà. Dans la foulée, revoir le nombre des partis politiques, pourquoi pas? Bon, moi je ne suis pas totalement dans ce débat de sclérosation de la scène politique parce que c'est un faux débat. Après peut-être on va aller au fond, mais pour moi, il n'est pas question de... Je sais qu'il y en a qui l'agitaient parce qu'ils voyaient déjà qu'en 2025, ils vont donc il faut écarter. Non, il faut arrêter ce débat. La question de la liberté politique, là, c'est un combat de longue date. On voit des partis politiques, à part les conférences de presse, ils ne tiennent aucune activité. Mais pourquoi les détenir d'autant plus on laisse ces partis là-bas. Rien pratiquement. Non, ils apportent. On les laisse là-bas. Ils sont nés, ils existent. S'ils n'apportent rien, ils mourront de leur belle mort. Mais on ne peut pas, en fait, scléroser, arrêter la dynamique des réactions de la scène politique parce que il y a des partis qui ne sont pas... Quand vous prenez de 1960 à aujourd'hui, il y a combien de partis qui sont nés, qui ont disparu pour laisser la place à d'autres partis? Et puis c'est ça qui entraîne le moteur de l'histoire et de l'animation politique. Je peux théoriser sur ça pendant même très longtemps. Voilà, on aura peut-être l'occasion de revenir sur ça. Une autre fois, oui. Mohamed Sodré, vous estimez donc qu'il est toujours possible de rétablir cette confiance entre la population et les politiques? Oui, pour moi, il est temps et il est toujours possible de regarder cela, mais cela va dépendre bien sûr de la volonté de tout un chacun. Comme mon prédécesseur le disait, si on parle de, comment on appelle ça encore, problème de... les gens disent qu'il faut revoir la cohésion sociale. Notre problème de cohésion sociale, c'est entre ces deux groupes-là seulement. Donc, cela est possible avec bien sûr des changements profonds. Sans ces changements profonds, si on ne se dit pas la vérité, ça ne sera pas possible. Le peuple va voir l'homme politique comme étant un pyromane, un menteur,
Et les honnêtes citoyens qui sont dans la politique, pour contribuer bien sûr au développement, vont se sentir frustrés. C'est le cas de nous autres comme partis politiques. Parce que certains qui disaient de limiter les partis politiques... Vous êtes frustrés? Vous êtes frustrés? Naturellement, si toi tu es de bonne foi, tu es dans un domaine de bonne foi, tu veux travailler pour une évolution, et que tu vois d'autres personnes qui sont là, qui travaillent à saper les actions que vous menez, naturellement, tu dois être frustré. Je vous ai donné l'exemple des assises nationales. Donc, naturellement, il faudrait qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Ce n'est pas de l'exclusion, mais c'est de l'histoire. Comme Hegel le disait, l'histoire qui s'écrit. Donc, c'est l'idée qui veut s'exprimer. Et personne ne peut arrêter cela. Il faut qu'on soit sincère. Si le Burkina Faso se trouve dans des difficultés, comme nous le sommes aujourd'hui, c'est parce que les gens ne veulent pas être sincères avec eux-mêmes. Donc, naturellement, c'est le rôle de nous autres hommes politiques. C'est une cuisine interne. Donc, en ce sens que j'appelle les autorités actuelles... Des échanges francs entre vous, acteurs politiques. Acteurs politiques et puis autorités actuelles. Les autorités actuelles doivent s'impliquer. Parce que c'est un problème vraiment délicat. Et aussi, ils peuvent avoir cette idée que, si on touche à ça, ça peut nous créer des problèmes. Mais naturellement, c'est leur responsabilité. L'histoire va les juger à travers cette décision. Donc, naturellement, c'est pour eux. Et on va les aider. Même si eux, ils pensent que c'est une difficulté pour eux, nous, on va les aider. Parce qu'on ne va pas laisser cela passer. Ça sera la dernière fois pour les générations. Oui, David. Sur le même sujet, il faut avoir de l'audace. Hein, parce que ce n'est pas vous qui faites l'histoire, mais c'est l'histoire qui vous donne l'occasion d'agir. Si vous ne le faites pas maintenant, c'est de votre responsabilité. Voilà, donc du coup, alors, lorsque je pense... Il faut avoir de l'audace, soyez plus explicite. Non, pour dire qu'il y a certaines réformes, des actions qu'il faut opérer de façon vraiment fondamentale. Telles qu'on le disait par rapport à la question politique, aussi bien des politiques telles qu'on le disait. Tant qu'on ne le fait pas, maintenant, bon, moi je ne vois pas si, parce qu'il faut revisiter juste ce qu'on disait avant les événements de janvier. Nous avons fait une déclaration avec une analyse, en tout cas, que nous avons jugé quand même assez poussée, et on a même dit qu'il fallait marquer un arrêt historique. Et cet arrêt historique devait être l'occasion de revoir et faire le point de notre situation à la fois institutionnelle, notre modèle, et même aller vers un autre renouveau démocratique. D'où la question de la Constitution et de la refondation. La Constitution n'est qu'un élément de la refondation. Donc, du coup, on avait déjà vu ça, en disant que là où on va, ça ne sera plus possible, mais il y a beaucoup de choses qui sont deuxièmes. Notre système de gouvernance, elle était déjà complètement altérée. Le système électoral, lui, il est complètement dégradé. Le système de notre constitution, on a vu comment la constitution a été palpée plusieurs fois, retravaillée, juste malmenée. Donc toutes ces crises-là, forcément, amenaient à ce qu'on évolue vers autre chose, mais n'est pas resté là. Voilà, donc on voyait venir qu'il fallait effectivement arriver à là. Donc maintenant, pour nous, on dit qu'il fallait un arrêt historique là, et puis régler ces questions, et au-delà des textes et autres, il faut même réorganiser notre territoire. Parce que n'oubliez pas que notre territoire, là même là, sa réorganisation est une nécessité. Ramener les grands principes comme l'égalité des chances. L'égalité des chances, là. Mais c'est ça qui entraîne la stabilité dans un pays. Mais une question, une dernière question. Est-ce que le fait de se mettre en retrait et dire c'est la faute des autres politiciens, c'est eux qui étaient, et être en retrait, est-ce que cela véritablement ne contribue pas à trouver une solution d'ensemble au problème? Oui, moi j'allais conclure par ça. Nous avons appelé en fait à un engagement politique citoyen en appelant les cadres, les intellectuels, les paysans, toutes les couches, les jeunes, le secteur, à se réinvestir sur la scène politique. De manière justement à ne pas laisser la place à ceux qui l'ont toujours animé mal là, de monopoliser. C'est vrai que la politique peut paraître un peu, mais il va falloir qu'à un moment donné nous nous assumons aussi par rapport à ça. Donc il y a un appel politique et un engagement politique citoyen auquel nous avons appelé les gens en disant de rejoindre des lignes effectivement qui peuvent aller dans ce sens-là. Moi je pense qu'aujourd'hui, le fond du problème, c'est que les gens ne veulent pas qu'on fasse un point et un bilan de tout ça.
Moi, je l'ai dit. Vous savez pourquoi? Les gens savent, il faut quand même un responsable qu'il faut désigner. N'ayez pas peur, hein. Il faut désigner un responsable et surtout analyser pourquoi on en est arrivé là. Et c'est comme ça qu'on peut corriger. Mais les gens ne veulent pas ça parce que les gens estiment que quand on va revenir faire le point, bon, écoute, ça va mettre à mal des forces politiques ou bien diminuer en fait leur... Mais c'est ça la sanction politique. Quand vous posez des actes, vous avez exercé le pouvoir, vous posez des actes, vous bénéficiez de ceci ou cela. Ou vous posez des actes en pensant que vous êtes tout puissant là. Mais le moment aussi d'assumer là. Mais c'est ça la sanction politique. Sinon finalement c'est quoi? Vous êtes toujours gagné, quel que soit ce que vous allez faire, vous gagnez. Non. Quand on pose des actes politiques, on doit le payer quand on l'a mal posé. C'est ce que ça veut dire. Et c'est comme ça qui permet à d'autres acteurs politiques là de pouvoir venir faire mieux. Et c'est comme ça que la cadence politique évolue. Pourquoi les gens ne veulent pas qu'on fasse le bilan et qu'on désigne des gens qui nous ont menés vers telle ou telle en fait, direction qui n'est pas bonne? Alors, merci David Moyenga. Je rappelle que vous êtes le président du parti Socle Citoyen pour la Libération, en abrégé Socle. Et aussi merci à Mohamed Sodré, président de l'Alliance africaine pour le développement, Aliad. Vous restez toujours en notre compagnie pour la suite de cette émission 100% Info avec la rubrique « Ils ont dit ». Nous pouvons vous dire et vous répéter, aucune autre insurrection ne sera possible dans ce pays. L'armée burkinabé est unie. Ce que nous voulons et ce que nous attendons, c'est la reconquête donc, de notre territoire national. Et pour cette partie, nous insistons là-dessus. Tout politicien aux affaires politiques, tout militaire aux affaires militaires, tout activiste à la veille citoyenne. Mais dites-moi dans quel groupe social dans ce pays-là, il n'y a pas une partie qui fait des erreurs et des fautes. Si la situation de la nation doit incomber à quelqu'un, elle doit nous incomber tous. Que l'on soit homme politique ou pas, que l'on soit acteur de la coutume, que l'on soit religieux, que l'on soit opérateur économique, que l'on soit militaire, etc. etc. Donc c'est ensemble, par une introspection collective et commune, que s'il le faut, nous pourrons éventuellement donc trouver les réponses donc, aux maux de notre pays. C'est la débandade de tous ceux qui s'étaient regroupés avec leur erreur politique, avec le MPP et le régime ROC. C'est eux-là qui sont en train de se réunir. Mais en fait, je ne dirais pas que c'est un regroupement. Peut-être que, bon, les gens attendent peut-être l'arrivée aussi de la CEDEAO, et que, bon, il y a ce qu'on appelle des concertations de conciliation entre les parties prenantes. J'ai vu un document qui dit ça. Je pense que tant que nous n'allons pas faire l'effort de faire violence et créer, pas un choc, mais créer réellement des situations où les populations vont se retrouver et ils ne vont jamais faire confiance à la classe politique. Cette fois-ci, c'est eux qui sont venus vers nous. On ne peut pas les empêcher de venir, mais il faudra toujours montrer que quand ils viennent, ils trouvent quelqu'un, ils trouvent des personnes, ils trouvent une unité en face. Et après ce cap-là, il faudra qu'on aille les chercher. Si on veut atteindre des résultats, il faut qu'on se donne les moyens. Pendant longtemps, l'armée nationale a eu beaucoup de difficultés. Et vous savez que quand on engage des opérations de surface et qu'on ne bénéficie pas véritablement d'un appui aéroporté, il y a des difficultés réelles. Le gouvernement a entrepris un certain nombre de choses. On est en train d'acquérir effectivement un certain nombre d'équipements. On aura l'occasion donc d'en revenir une autre fois. Il faut que maintenant, sur le terrain, on puisse avoir la possibilité effectivement d'avancer. Les agents de santé au niveau du sous particulièrement sont terrorisés par leurs premiers responsables. Et il faut que les gens le sachent. Dans une zone à haut défi sécuritaire, où même les agents de la justice n'ont pas eu le courage de prendre le risque pour aller prendre service, ils ont pris service à Ouagadougou et siègent à Ouagadougou. Pendant que les agents de santé prennent le risque d'aller à Djibo pour prendre service et exercer
on veut les, comment je vais dire, on veut les sanctionner pour avoir fui pour sauver leur vie. Quand on parle de victimes du terrorisme, on parle des déplacés internes, on parle de tout le monde sauf des agents de santé. Si vous approchez le bureau syndical de Guido, ils vont vous faire le point des victimes des agents, au niveau des agents de santé. Il y a eu des morts, il y a eu des kidnappings, des agents qui ne sont toujours pas retrouvés, sans parler des trop perçus sur les salaires. Ce serait sans délai, vous allez constater les baisses. Maintenant, ce qu'il faut aussi dire au peuple burkinabé, c'est que ce riz importé, la baisse dépend aussi d'aléas, notamment le prix à l'achat. Et du coup, on peut ressentir des fluctuations, de sorte que le consommateur peut peut-être ne pas avoir un prix divisé, mais en tout état de cause, il sentira au niveau des étals, au niveau des rayons, les efforts consentis par le gouvernement. On ne peut pas tout avoir en un jour. On a eu ce que nous demandons, mais pour ceux qui ne sont pas nommément cités, il faut qu'ils sachent que les préoccupations sont prises en compte. Je parle notamment des industriels. Et la question a été posée, la réponse a été donnée, et je pense que les industriels peuvent se rassurer que la question de l'industrie est aussi une question essentielle, car sans production industrielle, il n'y a pas de développement économique. Un effort va être fait pour sensibiliser les uns et les autres pour respecter cet engagement qui a été pris devant les autorités de notre pays. Et aussi, il a été demandé à la Ligue des consommateurs d'être aussi en état d'alerte dans les villages, dans les quartiers, dans les secteurs, pour alerter au cas où il y aurait des dysfonctionnements vus.